OTV des élus et des rivières. C'est une chaîne YouTube qui est destinée à créer une culture commune au service des élus en charge des rivières et partager des savoir-faire. Alors, c'est une chaîne qui a reçu le soutien de l'Office français de la biodiversité et du Centre de ressources cours d'eau. Si vous êtes intéressé pour suivre nos émissions, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant en haut à droite sur l'onglet S'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant, c'est la labellisation des rivières. On peut se poser une question, labelliser les rivières, à quoi ça sert? Quoi faire? Donc en fait, on a plusieurs représentants aujourd'hui autour de la table, donc pour nous parler de ce sujet, auquel je vais passer successivement la parole pour qu'ils puissent se présenter. Tout d'abord, Cécile Dubois-Colly, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Cécile Dubois-Colly de l'agence Rhône Méditerranée Corse. Alors, je suis chef du service des données techniques à l'agence. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que mon service a en charge la surveillance de la qualité des eaux des bassins Rhône Méditerranée et de Corse. Et donc, on produit beaucoup de données sur la qualité des eaux et on évalue l'état des eaux, voir si les eaux, les cours d'eau, les plans d'eau, les eaux souterraines sont en bon état. C'est en lien avec la labellisation des rivières. Merci. Ensuite, on passera la parole aussi à Mélanie Taquet pour le label Rivière Sauvage. Mélanie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Je suis Mélanie Taquet, chargée de mission à l'Association du réseau des rivières sauvages. Mon rôle dans l'association, qui gère le label Site Rivières Sauvages, est d'informer les territoires sur l'existence de cet outil de préservation, d'aider les gestionnaires vers la labellisation de leurs rivières, et puis de les aider à mettre en œuvre leur programme d'action de préservation en liant les activités de la vallée à la conservation de la rivière, en proposant aussi également des études et des actions innovantes sur les territoires labellisés. Merci. Et ensuite, nous avons le témoignage d'un territoire, donc avec Émilie Bress et Yannick Louche. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et tous, Émilie Bresse, donc directrice du syndicat des Hautes-Vallées-Cévenol. Yannick Louche, donc le président du même syndicat. Très bien, merci beaucoup. Donc, avant de commencer cette émission, on va faire un petit rappel, un tour d'horizon sur la question des labels. En fait, aujourd'hui, on s'intéresse aux labels parce que on sait qu'il y a des rivières sauvages, maintenant on sait qu'il y a des rivières en bon état, notamment sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Mais en fait, autour de ces questions des labels, on peut se poser une question, quelle est la place des rivières, quelle place occupent les rivières dans nos sociétés aujourd'hui? Comment sont-elles perçues? Aujourd'hui, en fait, les habitants des territoires, on sent qu'ils sont de plus en plus déconnectés de la vie et de l'environnement. En fait, les gens qui habitent à la ville n'ont pas toujours connaissance du fonctionnement de nos rivières, de nos écosystèmes. Pendant des siècles, pourtant, les rivières ont été au cœur de l'installation des sociétés humaines. Les villes se sont installées au bord des cours d'eau, à la fois parce que c'était une ressource vitale pour approvisionnement de toutes les choses de la vie tous les jours. Ça servait aussi se nourrir avec la pêche. Ça servait aussi pour la force motrice, pour faire fonctionner les moulins qui travaillaient le fer ou d'autres matériaux. Et finalement aussi, c'est un axe de transport. Donc, il y avait plein de fonctions vitales, notamment l'évacuation des déchets qui était assurée par ces rivières. Et donc, les gens étaient attachés finalement, et avaient des liens plus étroits avec les rivières. Avec la modernisation des sociétés et l'arrivée massive de l'adduction d'eau potable, il y a eu une déconnexion progressive. On va plus s'alimenter au puits, par exemple. Pourtant, tant que la ruralité reste dominante, il y a eu des usages récréatifs, alimentaires ou de transport qui subsistaient. Donc, malgré la modernisation, on avait quand même un lien assez fort avec ces rivières parce que c'était notre voisinage immédiat quand les gens habitaient encore à la campagne massivement. Mais peu à peu, finalement, les gens sont venus habiter en ville. Pour des questions sanitaires, on a couvert les rivières, on a bétonné les berges pour des questions de risque d'inondation. Puis finalement, en fait, on a aussi rejeté des polluants dedans. La rivière, c'était bien facile et bien pratique pour évacuer les déchets vers l'aval. Donc au final, on s'est retrouvé avec des berges artificialisées et les rivières sont devenues moins en moins accessibles, voire peu, comment dire, intéressantes du fait de leur pollution. Donc dans les paysages que nous habitons, elles ont progressivement disparu, surtout dans les paysages urbains. Et donc de nombreuses études soulignent d'ailleurs qu'elles sont dues à des objets plutôt techniques, hein, c'est-à-dire au niveau des citoyens, finalement, on a une plus ou moins méconnaissance des rivières. Les nombres de pêcheurs diminuent chaque année, il y a moins de relations avec les rivières, on se baigne de moins en moins dedans.
Et donc, surtout, ce qu'on retient finalement aujourd'hui, c'est le volet risque plutôt qu'un lieu de vie. Cette perte de lien se traduit concrètement. En fait, on a aujourd'hui des accès difficiles. Les baignades sont interdites par endroit. On n'a pas forcément connaissance du nom de la rivière qui passe près de chez nous. Et c'est pas sans conséquence, hein, car si une rivière n'est pas aimée ni fréquentée, ou encore non valorisée dans des récits locaux ou collectifs, ça devient difficile de mobiliser l'opinion publique et les décideurs pour leur protection. Le désamour en local, ou parfois simplement l'indifférence, limite la capacité politique à investir des fonds financiers pour la renaturation. Comme le rappelle la géographe Marianne Germaine, dans nos villes comme dans nos campagnes, redonner une présence sociale aux rivières est aujourd'hui un enjeu central. C'est dans ce contexte que les outils de labellisation peuvent jouer un rôle clé. En mettant en lumière la qualité écologique d'un cours d'eau, par exemple, en racontant son histoire, sa singularité, son rôle dans les paysages. Ces démarches participent à renforcer l'appropriation sociale. Elles peuvent créer une fierté locale, fédérer des acteurs ou encore rendre visible ce qui n'est plus. En somme, elles contribuent à faire émerger une nouvelle culture de l'eau, plus sensible, plus ancrée, plus vivante. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment fonctionnent ces labels? Quels récits portent-ils? Ou quel rôle peuvent-ils jouer dans la préservation de nos rivières? Mais aussi dans la manière dont nous les percevons, ces rivières, les vivons, et peut-être nous pourrons recommencer à les aimer grâce à vos interventions. Alors tout de suite, je vais passer, donc on va faire un premier tour de table sur un petit rappel autour de la création, l'historique de mise en place de ces labels. Et donc, Cécile, est-ce que vous pourriez mettre en place votre PowerPoint? Et puis, comme ça, on va pouvoir poser une première question. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet là, du label Parfait. Rivière en bon état, je vais vous présenter, mais succinctement, les grandes missions de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et comme ça, vous verrez vraiment le lien avec cette labellisation. Alors, l'Agence de l'eau, c'est d'abord un établissement public et qui a une mission de service public qui est justement l'atteinte du bon état des eaux, que ce soit les eaux superficielles, souterraines ou côtières. Et sa mission se porte sur deux bassins hydrographiques. Alors, ce sont des grands bassins hydrographiques. D'abord, le bassin Rhône-Méditerranée. Alors, vous voyez sur la carte, là, le bassin Rhône-Méditerranée part du sud des Vosges jusqu'à Perpignan-Nice. Donc, ça, c'est notre principal bassin. Mais notre compétence aussi, notre territoire de compétence, c'est aussi la Corse. Et bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais ça vous donne un peu, géographiquement, un peu notre champ d'action. Alors, l'Agence de l'eau, donc c'est un établissement public, mais c'est aussi un système, un modèle économique. L'Agence de l'eau est chargée, hein, comme les autres agences de l'eau en métropole, hein, de collecter des redevances fiscales auprès de tous les usagers de l'eau, hein, que ce soit des particuliers, des industriels, des collectivités, selon le principe général de pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Donc, chacun contribue paye des redevances de façon directe ou indirecte. Et l'Agence de l'eau donc collecte cet argent et verse ensuite des aides aux acteurs du territoire, donc des collectivités, mais aussi des acteurs économiques. Et ces aides ont pour but l'atteinte du bon état des eaux. Donc c'est mieux gérer la ressource, lutter contre des pollutions, restaurer des milieux. Donc il y a beaucoup d'actions qui seront mises en œuvre grâce au soutien financier de l'agence. Alors, l'eau, c'est une ressource partagée, ça, on le sait tous. Et pour bien la gérer, elle doit faire l'objet d'une concertation entre acteurs, entre toutes les parties prenantes, hein, de l'État aux collectivités, aux usagers de tout ordre. Et l'agence a le rôle d'encourager cette concertation, aussi bien au niveau local qu'au niveau bassin. Et donc, c'est aussi une de nos missions principales. Et ça permet de faire émerger des projets et des actions, notamment sur les territoires, ou de définir des grandes orientations de la politique de l'eau. Et donc, je vous ai parlé des aides là tout à l'heure, et ces aides, elles sont les types d'aides financées par l'agence sont listés dans un programme. Actuellement, c'est le 12e programme. C'est un programme ambitieux qui propose jusqu'à 520 millions d'euros d'aides par an pour l'atteinte du bon état, l'adaptation au changement climatique de nos territoires, la reconquête de la biodiversité et aussi la solidarité entre les territoires. Donc, il y a une très forte mobilisation de tous les agents en lien avec les acteurs de terrain pour
cette reconquête ou cette préservation du bon état des eaux. Et donc, Cécile, en fait, vous avez, comme chaque agence, tout un programme d'action, mais votre Oui, spécificité, vous, l'agence RMC, c'est que vous avez créé un label Bon État. Et finalement, oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? oui, justement, ce label, vous voyez bien que l'essence de l'agence, c'est le bon état. Et, euh, et depuis 60 ans, depuis la création de l'agence, mais avec ses partenaires, se mobilise en faveur de l'eau. Mais on a eu des résultats, et on a des résultats probants, hein, mais qui ne sont pas assez connus et pas assez mis en valeur. À titre d'exemple, la pollution organique est en nette baisse depuis plusieurs dizaines d'années. Là, sur le graphe, on voit que l'ammonium a été divisé par 20 en termes de concentration dans nos rivières. Donc, il y a eu des vrais effets, mais qui sont peu connus. Et on voudrait les mettre mieux en valeur, d'où l'idée de, de créer une labellisation. Et aussi de créer une dynamique, parce que ben, même si on a des résultats intéressants, des efforts sont à poursuivre, aussi bien pour lutter contre des micropolluants, pour restaurer des rivières qui ont été canalisées et qui sont plus du tout naturelles, etc. Ou s'adapter, hein, c'est un des grands enjeux au changement climatique. Donc, il y a quelques années, euh, donc en 2015, ça fait presque, ouais, ça fait 10 ans, euh, l'agence a décidé de créer cette distinction. Alors, on l'appelle pas label, on l'appelle plus label, on l'appelle distinction. Alors ça, c'est une histoire juridique, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est une sorte de labellisation de toute façon. Et l'idée, c'est de mieux communiquer sur les progrès accomplis et de promouvoir aussi les partenaires locaux qui s'investissent pour le bon état des rivières. Et c'est aussi bien pour le niveau local, pour mettre en valeur bah, les actions faites au niveau local pour les riverains, les habitants. Et après, bah, ça peut rayonner un peu au-delà. Ça peut, tout dépend ce que le partenaire veut faire de cette distinction. Alors cette distinction, elle est attribuée tous les 2 ans. Tous les 2 ans, donc on regarde, enfin, on analyse des candidatures de collectivités qui proposent des rivières à labelliser. Et cette distinction, elle certifie le bon état écologique selon la définition, selon les critères de la directive 4 sur l'eau, qui est la directive européenne qui définit ben, les actions de l'agence de l'eau, pour l'essentiel. Alors, comment ça marche pour avoir la labellisation? Ben, il faut d'abord remplir un dossier de candidature. Donc, c'est la collectivité qui le remplit, mais avec l'appui, si besoin, de l'agence. Euh, Ensuite, comme je vous l'ai dit, les candidatures sont analysées selon les différents critères de la distinction. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir sur l'écran. Alors, en plus des critères de bon état écologique, on regarde aussi l'état quantitatif, c'est-à-dire, ça c'est un peu un jargon de technocrate, si vous voulez, mais c'est l'absence, on regarde s'il n'y a pas des prélèvements dans la rivière qui sont excessifs par rapport au débit de la rivière. On regarde aussi si la rivière n'a pas trop de déformations physiques, des digues, des seuils, des berges rectifiées, etc. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est pas seulement ben, ces critères-là, même s'ils sont essentiels, c'est aussi qu'il y ait sur la rivière, sur le tronçon labellisé, une gouvernance claire et efficace, c'est-à-dire des acteurs à même de garantir le bon état sur une longue durée. Donc, une fois l'analyse des candidatures faites, on publie un palmarès avec un communiqué de presse. Et après, en lien avec le partenaire, a lieu une inauguration et la pose de panneaux, comme celui qui apparaît sur la diapo. Et, le partenaire fait aussi une communication de son côté, soit sur son site internet, soit dans la presse locale, etc. Alors, pour vous donner une petite idée, actuellement, on a 128 tronçons de rivières qui ont été primés depuis 2015. Euh, donc, avec une répartition qui n'est pas tout à fait homogène, mais tout dépend de la mobilisation des partenaires locaux et aussi l'état des rivières, hein, parce qu'on ne donne pas le label seulement parce qu'on nous le demande, il faut vraiment que les critères soient remplis. Alors, on va voir maintenant
Mélanie qui peut nous parler effectivement du label Rivière Sauvage et de son historique, et notamment nous indiquer cette nuance sur la question juridique du label, parce qu'en fait, là, effectivement, on galvaude un petit peu le terme en parlant de label, alors que c'est plus une distinction. Donc, Mélanie, est-ce que vous pouvez passer votre PowerPoint et puis prendre la parole? Alors, moi, je vais vous parler de l'historique du label Site Rivière Sauvage. Donc, tout comme l'Agence de l'eau pour le label Bon État, on est parti d'un constat aussi. Le constat que, en fait, en France, la politique en faveur de la gestion de l'eau est plus sur la restauration des cours d'eau qui ont été abîmés, qui ont été détériorés, plus que finalement sur la préservation des cours d'eau qui ont encore un bon fonctionnement écologique. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on a regardée. Autre constat, c'est que finalement, il y a pas mal de couches de protection, de préservation sur nos cours d'eau, les SNIEF, les réserves de biosphère, les ICO, Natura 2000, les SAGE, les SDAGE, etc. Et en fait, on se rend compte quand même que malgré tout cela, eh bien, on arrive encore à créer des projets qui vont détériorer, dégrader ces cours d'eau qui sont encore en bon état. Dernier constat, eh bien, c'est le fait que sur ces cours d'eau qui restent encore en bon fonctionnement, on a encore des menaces qui peuvent être d'ordre au niveau de la qualité de l'eau, des déversements, des pollutions, et également au niveau de la chimie, la physico-chimie, de l'hydromorphologie du cours d'eau, comme la création de barrages, de curages, de recalibrage. Notre label, il est parti aussi, du coup, d'un coup de trop, entre guillemets, sur le Risanès, qui est un fleuve corse, sur lequel il y a eu la création d'un barrage qui était parfaitement inutile, contre en plus l'avis de pas mal de gens localement. Dernier fleuve qui était vraiment remarquable, complètement sauvage de la Corse, avec une biodiversité exceptionnelle. Et voilà, il y a eu la construction d'un énorme barrage. Vous voyez en bas à droite à quoi il ressemble maintenant, donc avec un gros plan d'eau, et dont les conséquences les plus importantes, eh bien, c'est une grosse baisse de la biodiversité au niveau de ce barrage-là. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée un outil de préservation de ces dernières rivières, de ces derniers joyaux qui sont encore d'excellente qualité. Ce qu'on a fait, donc, ça nous a pris quelques temps, donc démarré en 2010 jusqu'à la sortie du label en 2014. On a travaillé donc avec des structures de gestion. On s'est accolé donc à ERN Rivière Sauvage, qui est finalement l'association qui a géré au départ le programme national de préservation des rivières sauvages et la construction du label. On a créé aussi donc le fonds de dotation pour la conservation des rivières sauvages qui nous a permis d'avancer. Et puis, on s'est doté d'un conseil scientifique qui, lui, a permis de créer finalement le label, donc la grille de critères qui correspond au label. On a 47 critères, dont certains qui sont non notants, d'autres qui sont obligatoires, avec une grosse partie des critères qui correspondent quand même à la morphologie du cours d'eau. Le reste étant sur l'occupation du sol, la qualité de l'eau, le ressenti quand on est dans la rivière, la biodiversité, la fréquentation humaine, etc. Donc tout ça amène à un total de 100 points et quand on est à plus de 70 points sur 100, on peut être labellisé site rivière sauvage. En même temps de cette grille de critères, il a fallu créer le label. Voilà, donc on a eu une commission de labellisation pour pouvoir créer ce label. Euh, une fois qu'on a eu cette grille de critères, pour être sûr qu'elle fonctionne bien, on l'a testée sur des bassins versants pilotes. Comme vous voyez tout en haut à gauche, la Valserine, en dessous le Léguerre en Bretagne, donc Valserine, département de l'Ain, le Chéran en Savoie et la Vis dans les Rouerguières. Et puis en parallèle, on a eu des démarches départementales, donc ça a intéressé les départements. Le premier étant le département de l'Ain, à avoir, d'ailleurs, ce sera le premier, on le verra après, à avoir labellisé ces rivières. Département du Jura. Au niveau de l'Ardèche, en fait, c'était la Fédération de pêche qui a plutôt porté au niveau départemental cet inventaire des rivières sur le territoire, la Lozère, etc.
Et puis, on est arrivé au bout d'un moment donc, à une pré-labellisation. Ce label intéressait aussi WWF. Donc, on voit Isabelle Autissier qui était là pour une journée de pré-labellisation sur la valserine donc, en 2013. Au niveau de nos partenaires, parce qu'on n'a pas travaillé tout seul, bien sûr, on avait donc le département de l'Ain qui était présent depuis le départ, l'Office français de la biodiversité, alors qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, maintenant c'est leur nom, qui était là aussi depuis le départ, y compris l'agence de l'Oron Méditerranée Corse, donc qui nous a beaucoup aidés. Le ministère de la Transition écologique également. À l'époque, on avait la région Rhône-Alpes, pardon, le WWF, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis des partenaires privés. Donc tout ce monde-là qui nous a aidés à créer ce label. Et puis ce label, donc, c'est une marque qu'on a déposée à l'INPI. Et en même temps, donc, on a souhaité avoir un partenariat avec AFNOR Certification, qui est notre organisme certificateur qui permet d'avoir un label qui est robuste et puis surtout de ne pas être jugé partie pour les labellisations. Donc, comme ça, c'est une labellisation extérieure et qui nous permet de certifier toutes nos rivières sauvages. La première rivière sauvage de France donc, est née sur le département de l'Ain, la Valserine, qui a été labellisée donc, en 2014. Le porteur principal cette labellisation, c'était le parc naturel du Haut-Jura, qui était bien sûr lié au département de l'Ain, aux pêcheurs locaux et départementaux, et puis qui ont été rejoints donc, par la suite par les collectivités territoriales, communes, communautés de communes. Qu'est-ce que c'est qu'une rivière sauvage? Pour nous, en fait, une rivière sauvage, c'est une rivière qui est vivante, donc qui va évoluer au fil des crues, au fil des intempéries. C'est une rivière de référence. On sait qu'aujourd'hui, on a à peu près un seulement pourcent de linéaires de rivières françaises qui peuvent rentrer dans notre grille de critères. C'est bien sûr une rivière qui est préservée, qui s'écoule librement avec sans ou très peu d'obstacles artificiels à la continuité écologique, et puis qui accueille donc, dans ses eaux de qualité et sur ses berges une biodiversité qui est exceptionnellement préservée par rapport à ce qu'on doit trouver sur le milieu. Le label site rivière sauvage, lui, donc c'est un outil de conservation des rivières qui n'est pas législatif, on n'est pas sur un texte de loi, et qui reconnaît donc à la fois la naturalité exceptionnelle d'un cours d'eau, mais également l'engagement des gestionnaires locaux volontaires pour préserver ce cours d'eau en harmonie avec les activités de la vallée. Donc on ne met pas sous cloche nos rivières, on travaille bien en harmonie avec les activités de la vallée. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, avec un dossier de candidature, donc comme pour le label Bon État, qui regarde d'une part les critères techniques, donc les 47 critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet donc d'évaluer la note et le caractère sauvage du cours d'eau, mais également un programme d'action qui est lié à ce label et qui permet finalement de préserver, de conserver, voire d'améliorer finalement la qualité du bassin versant et des eaux qui s'y écoulent. Ce programme d'action, il est rédigé en partenariat donc, avec tous les acteurs locaux, ainsi que le dossier technique. Et cela déclenche donc un audit de certification qui est lié donc, à AFNOR Certification, une validation pardon, en comité de labellisation, dans lequel siège AFNOR Certification, l'Association du réseau des rivières sauvages et le conseil scientifique. Et c'est là où, dans cette instance, qu'on attribue ou non, et pour combien de temps et à quel niveau, donc le label site rivière sauvage. Sachant qu'il y a 3 niveaux de labellisation. Le niveau 1, quand on est entre 70 et 80 points sur 100. Le niveau 2, entre 80 et 90 points sur 100. Et le niveau 3, donc, qui se rapproche le plus d'une rivière sauvage, supérieure à 90 points sur 100. Une fois qu'on a eu labellisé la valserine, il y a eu un travail assez important qui a été fait avec les agences de l'eau, un scan des agences de l'eau, donc qui a permis d'identifier les cours d'eau potentiellement éligibles au label sur leur territoire. Ça nous a permis d'avoir une base de données assez intéressante pour voir un petit peu le potentiel qu'on pouvait avoir.
Il y a eu également la suite des démarches départementales, donc sur d'autres départements ou sur d'autres territoires. Et tout ça donc, a permis de créer le réseau des rivières sauvages en 2016. Donc de 2014 à 2016, finalement, la Valserine était la seule rivière labellisée. Et en 2016, eh bien, on a donc la Valserine, toujours ici, qui a été rejoint par la Dorche et la Véronce, toujours dans le département de l'Ain, la Beaume et la Drobie en Ardèche. L'idée en fait de ce réseau de rivières labellisées de France dans un premier temps et on le verra par la suite d'Europe, c'est vraiment d'aller au-delà des objectifs réglementaires de la directive 4 sur l'eau. De travailler toujours en lien avec les politiques de l'environnement et des milieux aquatiques. On est donc à peu près sur 1% du linéaire de rivières qui sont en France. Une politique qui est basée sur le volontariat. On n'est pas sur un texte de loi. L'idée, c'est de travailler aussi avec des études innovantes qui permettent vraiment de mettre en avant ces rivières d'exception. L'idée aussi, qui est très importante, c'est d'échanger, de créer ce réseau donc pour avoir des échanges inter-bassins versants. Et tout cela donc, a permis de créer, pardon, hop, l'association du réseau des rivières sauvages qui regroupe un petit peu tout ça et l'ensemble des sites labellisés et des gestionnaires. Aujourd'hui, donc en France, on est à peu près à 30, une grosse trentaine de rivières labellisées. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond sur la carte. Donc, c'est pareil, un petit peu inégalement réparti. Il y a un peu plus de rivières potentielles sur le quart sud-est de la France. Et c'est tout récent, c'est tout neuf. Donc, la première labellisation d'une rivière européenne en juin 2025, donc qui est la Noguera Palaresa en Espagne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, hop, donc maintenant, en fait, on va parler donc à des acteurs de terrain. On va parler du Galaison. Monsieur Louche, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette rivière d'exception? Oui, je Vont arriver. arrive normalement. Presque bon. Il manque encore la pleine C'est page. bon pour vous? On n'est pas en pleine page encore. Là, ça y est. Enfin, Parfait. À vous. ok. Voilà, alors moi je vais intervenir, mais Émilie interviendra aussi en tant que directrice du syndicat, notamment sur les questions plus techniques ou administratives. Le Galaison, donc, est une petite rivière cévenole qui, qui a le bassin versant est à peu près de 27 kilomètres, je crois, quelque chose comme ça, de longueur. Alors nous sommes dans les vallées cévenoles, c'est-à-dire des vallées qui se succèdent avec on appelle ça les serres et valas des Cévennes. Et donc dans chaque vallée, il y a une rivière. Euh, enfin, voilà, dans des zones souvent encaissées. Euh, la particularité, comme la plupart des rivières cévenoles, de couler essentiellement dans le schiste. On verra peut-être plus tard que c'est important de le dire. Euh, Parlant de la rivière, il me faut parler aussi du syndicat qui se, qui s'en est occupé, qui s'en occupe toujours d'ailleurs. Euh, alors, en tant qu'élus, nous ne sommes pas à la recherche forcément des labels, mais force est de constater que notre syndicat s'est créé sur la base d'une labellisation, à savoir que nous sommes dans le parc national des Cévennes et que le parc national a été labellisé réserve de biosphère en 1985 et que les années suivant cette labellisation,
le parc avait un peu des difficultés à mettre en route à l'échelle du parc, qui est un parc assez géographiquement assez grand, avait difficulté à mettre en route cette démarche donc de ce programme de l'UNESCO Homme et Biosphère. Et il a demandé aux élus de la vallée du Galaison d'être la zone expérimentale pour l'animation de cette démarche. Et donc, c'était à la fin des années 80. Et les 5 municipalités concernées, il y en a 2 autres, ou 3 autres même, qui ont un morceau de leur territoire dans ce bassin versant. Ces communes ont été d'accord pour se lancer dans cette expérience. Donc, j'en parle en connaissance de cause puisque j'étais déjà élu à cette époque-là et que, voilà, depuis la création de notre syndicat en 1992, j'en suis le président. Euh, cette, euh, cette démarche Homme et Biosphère, c'est une démarche dans une approche globale du territoire. C'est important aussi pour les questions de rivières et d'eau. C'est une démarche aussi transversale et participative. Voilà, donc euh, tout étant lié sur un bassin versant, les problèmes d'eau, d'activité humaine, de sol, d'énergie, voilà. Donc on est dans cette approche globale, mais pour autant, la première chose qu'on a pu mettre en route, la première action qu'on a pu mettre en route à ce titre-là, en 1992, ça a été de travailler sur la rivière, justement, puisqu'en fait, elle est le lien entre toutes les communes du bassin versant. Et elle subissait, alors, c'est un territoire qui a été anthropisé euh, très tôt, euh, et qui est en même temps resté en partie naturel, sauvage, on peut dire. Voilà. Donc, on, et à ce moment-là, on était dans une fin de période de, d'exode rural, de régression de l'activité agricole et d'élevage. Et du coup, je dirais que la rivière ça avait repris son caractère plus sauvage, mais ça nous posait quand même des problèmes parce que euh, c'est une rivière méditerranéenne, donc avec des différences de débit énormes, hein. Ben, je peux citer par exemple, au jour d'aujourd'hui, elle coule de quelques dizaines de litres seconde. En 2002, septembre 2002, elle coulait à 1000 mètres cubes seconde. Voilà donc le genre d'écart qu'il peut y avoir. C'est une rivière aussi, bon, donc on connaît les épisodes Cévenol, qui donc je dirais, a encaissé les épisodes de Cévenol. Et bon, il y a eu beaucoup de grandes inondations. Je pense, bon, pour remonter pas très haut, mais les inondations de 1958 qui ont emporté par exemple les 2 ponts principaux dans ce bassin versant. 2002, donc je l'ai dit aussi, des inondations très, très fortes. Et puis, euh, et puis des périodes d'étiage très prononcées, y compris allant jusqu'à des ASEC en fond de vallée. Voilà. Donc, c'est un peu l'aspect concernant les problématiques d'inondation qui nous ont d'abord euh, amené à intervenir de façon importante sur la rivière, en ce sens que
n'ayant plus trop d'activités agricoles et d'élevage, elle n'était pas entretenue. La ripisylve n'était pas du tout entretenue. Et donc, il y avait beaucoup d'arbres morts, d'arbres couchés, voilà, qui pouvaient faire barrage, faire embâcle pour les inondations à venir. Donc, c'est ça qui nous a motivés au départ. Euh, Après coup, on a affiné notre connaissance, y compris avec les apports de tous les spécialistes et les scientifiques qui ont pu euh, nous aider via différentes démarches et via les labellisations aussi, qui sont souvent accompagnées euh, d'études. Voilà. Donc, alors je disais euh, territoire anthropisé et avec notamment l'utilisation de l'eau, puisque pendant longtemps, l'énergie principale, c'était l'eau, et donc ça servait à faire fonctionner les martinets pour travailler le métal, ou après les moulins euh, pour écraser les grains ou les châtaignes. Et puis les filatures pour, qui avaient besoin d'eau pour, voilà, pour la soie. Voilà. Et puis tout ça s'est arrêté et la plupart de ces installations faites par l'homme ont plus ou moins disparu. Il y a encore quelques vestiges, mais la rivière est redevenue quand même assez naturelle. Par contre, je ferai un distinguo entre la rivière et et les multiples affluents que sont les ruisseaux qui descendent des deux côtés du bassin versant, euh, lesquels ruisseaux, eux, ont été aménagés aussi, mais eux plutôt pour maintenir les sols. Parce qu'une des problématiques sur euh, les montagnes cévenoles, je disais que c'était du schiste, donc avec beaucoup de roches apparentes ou pas très loin en profondeur, pas beaucoup de sol. Et donc, comme il y a des épisodes cévenols, que c'est pentu, eh bien, les sols s'en allaient chaque fois qu'il y avait ces épisodes de cévenols. C'est pas pour rien d'ailleurs que à la Révolution française, les cahiers de doléances euh, dans les vallées cévenoles commençaient tous par euh, exposer cette problématique des épisodes cévenols qui emportaient les sols et donc les récoltes aussi, ou la possibilité d'avoir des récoltes, puisque quand le sol s'en va, il n'y a plus rien. Et donc c'était la problématique numéro un, et ça, voilà, les cahiers de doléances de la Révolution en témoignent. Et ce problème reste toujours d'actualité, puisque, alors bon, entre-temps, il y a eu une grosse évolution du couvert végétal. L'agriculture régressant, c'est la forêt qui a pris le dessus, et notre territoire est recouvert à peu près à 90% de forêt, souvent non gérée. Et donc, voilà, ça a des effets aussi intéressants sur les sols et sur l'eau, avec à la fois de la retenue d'eau, du stockage d'eau, mais du pompage d'eau aussi. Donc, c'est assez complexe. Et je dirais que la problématique sur nos rivières est particulière, en ce sens que, voilà, on est sur des zones pentues avec peu de sol, un sol euh, facilement mobilisable, et aussi autre caractéristique, bien, les épisodes cévenols qui étaient aux équinoxes en règle générale, qui commencent à ne plus être à ces dates-là, vu a priori le réchauffement climatique et les perturbations que ça peut apporter. Donc voilà, nos rivières, nos rivières voilà, ont un fonctionnement particulier dû
à la géographie et au climat. Euh, pour autant, elle demeure bien sûr essentielle comme partout. Alors, l'anthropisation a eu moins d'effet sur la rivière principale. Euh, sinon, quand même, l'installation au fil du temps de quelques seuils qui étaient là, notamment pour capter de l'eau, voire pour faire passer des tuyaux de- d'eau ou d'assainissement dans la mesure où il y a encore pas si longtemps que ça, on ne maîtrisait pas trop le, le passage de ces installations sous le lit de la rivière. Voilà un peu. Alors après, en termes de qualité des eaux, on n'a pas forcément de problème majeur dans ces rivières-là parce que peu de population et puis voilà une population relativement modeste sur ces bassins versants, peu d'activités économiques, une activité en économie, c'est essentiellement agricole et c'est de l'agriculture paysanne, voilà, qui n'a pas les mêmes besoins et les mêmes risques que l'agriculture de plaine ou l'agriculture industrialisée. Donc, pas trop de problèmes à ce niveau-là. Je dirais qu'aujourd'hui, le problème, c'est plutôt le réchauffement, avec le réchauffement de l'eau, du coup, et donc les effets sur la vie dans l'eau, voilà, qui nous préoccupent. Et puis l'évolution donc du bassin versant, je le disais tout à l'heure, euh, avec très très végétalisé, avec et à 90% de la forêt, un sous-bois souvent très dense, et du coup là, un besoin de bien comprendre l'interaction entre ces zones forestières et puis l'eau. Et voilà, et donc aujourd'hui, ben, on va utiliser, je pense, bon, on réfléchit de plus en plus à la question, à la dimension hydrologie régénérative pour essayer de voir comment faire évoluer notre approche du fonctionnement de nos ruisseaux et de nos rivières et répondre au mieux aux problèmes d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Si on pouvait résumer en deux mots, vous avez dit donc effectivement au début, c'est pas forcément un élément porté mais, par le local, mais peut-être par le parc ou la réserve de biosphère. Aujourd'hui, est-ce que justement, si vous deviez résumer en quelques mots l'intérêt pour votre structure, en tout cas votre territoire, d'avoir cette labellisation? Est-ce que vous avez justement des choses que vous mettez en avant vis-à-vis des gens extérieurs comme les élus ou d'autres techniciens? Je parle aussi au titre de la directrice qui est effectivement amenée à négocier des choses. Qu'est-ce que ça vous apporte en quelques mots? Ben, je laisse justement la parole à la directrice. Merci Yannick. Peut-être juste pour qu'on resitue bien en fait le label Rivière Sauvage, puisque donc le Galaison en introduction, c'est important de le rappeler, a donc les deux. Alors le label et la distinction, le label Rivière Site, Rivière Sauvage, et puis la distinction Rivière en bon état. Juste c'est pour resituer. Donc nous le syndicat de Nouvelle-Sénol, on est porteur du label Site Rivière Sauvage, pardon, aux côtés de l'EPTB des Gardons. Donc on coporte ce label et donc en effet cette démarche-là en tout cas est on va dire pensée de manière la plus concertée et élargie possible au niveau des participants. Donc c'est une attente hein, du réseau que de penser la participation, la mobilisation des acteurs locaux dans ce projet de préservation de la rivière. Donc nous sur le Galaison, pourquoi ce label et en tout cas quel intérêt on a vu à la labellisation du Galaison, c'était
pour nous, à une époque un peu charnière, quand le réseau est venu vers nous, c'était juste avant la mise en œuvre de la GEMAPI. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on savait où on allait, c'est-à-dire que la compétence allait être transférée à l'EPTB des Gardons. Et voilà, on avait du mal à lâcher totalement la gestion de ce cours d'eau suite aux nombreux travaux engagés et réflexions engagées par le syndicat à l'époque et l'ancienneté qu'on pouvait avoir en tant que gestionnaire de cette rivière. Et donc, ça a été une opportunité pour nous, le label, de dire, bah, nous aussi, nous, on est porteurs de cette démarche, on veut continuer à aller dans le sens de la préservation de cette rivière et qui est pour nous un vrai joyau de biodiversité sur le territoire et qui, par ailleurs, hein, il y a certes le label Rivière Sauvage, mais on a d'autres reconnaissances, en tout cas, ce ne sont pas forcément des labels, mais des reconnaissances. Donc, c'est pas qu'au titre de la rivière que cette vallée a été repérée, on va dire, et identifiée comme un haut spot de biodiversité. On est site Natura 2000, Yannick a dit, on est dans le parc national des Cévennes, on a des INEF sur le territoire. Bon, on a toute une série de reconnaissances. Mais c'était l'idée, en tout cas pour nous, l'intérêt de ce label, c'était vraiment de pouvoir poursuivre l'action du syndicat sur cette rivière-là. Et aussi de porter ça, de continuer à porter plutôt cela auprès des élus. En fait, le fait d'avoir un label permet de dire attention, regardez, ici, il y a quand même un élément de notre patrimoine qui est tout à fait particulier. Et donc, indirectement, de faciliter, en tout cas, d'inciter à l'engagement pour les élus qui seraient moins convaincus ou pas encore tout à fait impliqués dans la démarche. Donc, il y avait pour nous cet intérêt là au niveau de la labellisation du territoire. C'est bien, Voilà sur l'intérêt du label. très bien. Eh ben, j'ai envie de poser la question finalement à l'Agence de l'eau. Pour vous, la labellisation de territoires de tête de bassin versant, comme le Galaison par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau de l'agence en fait? Comment vous voyez les choses? Donc moi, je vais parler un peu moins dans le détail sur le Galaison, hein, mais quand même de sa distinction rivière en bon état. Alors, donc, j'ai repris la carte de tout à l'heure en zoomant et pour vous indiquer le Galaison. Alors, à l'époque, en 2018, c'est le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion équilibrée des gardons, donc le SMAGE, qui avait été candidat pour, euh, pour présenter ce cours d'eau. Euh, le Galaison répondait en termes de bon état à tous les critères, hein, c'est pour ça qu'il a été distingué. Et il y avait eu quand même des actions aussi, même si on est dans un territoire quand même pas mal préservé, hein. Rien qu'à voir les photos de la présentation précédente, ça donne envie d'aller voir cette belle rivière. Il y avait des actions notamment pour l'amélioration des réseaux d'adduction d'eau potable sur les communes de Sandras et de la Melouse, et aussi sur la gestion des eaux usées des communes, notamment sur Sandras qui avait été raccordé à un réseau d'assainissement. Donc il y avait quand même vraiment localement des actions portées pour garantir, hein, c'est une très belle rivière, mais il faut aussi euh, poursuivre cette préservation et les améliorations qu'on peut faire pour cette rivière. Euh, alors, qu'est-ce que ça montre Qu'est-ce que ça montre? C'est la question que vous me posiez. Ça montre que quand on agit pour nos rivières, ça marche, on progresse, que tous les efforts comptent pour améliorer l'environnement et notamment les milieux aquatiques. Et cette labellisation, elle incite aussi les acteurs à poursuivre les actions, soit de restauration, soit de préservation. Et l'agence est là pour l'appuyer financièrement et éventuellement aussi pour aider au montage des projets. Et ça a un effet d'entraînement quand même. Alors là, sur le territoire, on a un territoire riche en rivières en bon état, distingué rivières en bon état. Parce qu'en fait, dès 2016, 2016, le SMAGE avait proposé le gardon de Sainte-Croix à la distinction rivière en bon état, hein, qui avait été obtenue. Après, donc 2018 pour le Galaison. Et après, c'est l'EPTB des Gardons en fait, qui a pris la suite du SMAGE. Euh, si j'ai bien compris, dans les évolutions des structures. Et donc en 2022, on a plusieurs autres cours d'eau du secteur qui ont été labellisés. Et, également en 2024 avec
le Gardon d'Alès. Donc on a vraiment un secteur où avec beaucoup de cours d'eau en bon état et où les acteurs aussi se mobilisent en ce sens. Très bien, merci. Et en fait, maintenant, j'ai envie de poser la même question finalement à Rivière Sauvage. Donc, vous avez une rivière de plus labellisée. Comment ça s'intègre dans votre stratégie en fait, de développement du label? Alors, pour nous, qu'est-ce qu'elle représente cette rivière-là? Déjà, ben, c'est la première rivière sauvage d'Occitanie. Et du coup, c'est intéressant pour nous parce que, comme l'a dit Yannick Louche tout à l'heure, elle a un fonctionnement qui est assez particulier, hein, étant une rivière cévenole. Euh, En même temps, elle a permis du coup d'influencer la labellisation de plusieurs autres rivières méditerranéennes, comme le Fang, le Trave, par exemple, en Corse, l'Estéron dans les Alpes-Maritimes, et puis Riotor-Gourdouze, donc qui sont arrivées après, les petites dernières sur le bassin versant de la Cèze. Euh, Ça représente pour nous du coup 25,4 km donc, de rivière d'une excellente qualité, puisqu'on est donc en tout cas sur la première labellisation à 89,5 points sur 100, donc avec un label niveau 2 quasiment niveau 3, et avec un renouvellement de label où on est à 90 points, donc on pourrait atteindre le niveau 3. On a mis un 2 plus pour donner encore une petite marge d'amélioration, mais voilà, on est vraiment sur une rivière d'une excellente qualité. C'est aussi pour nous, ça a été expliqué, hein, il y a deux porteurs dessus, donc le syndicat mixte des Hautes-Vallées-Sévenin et le PTB des Gardons, et ça a été la première rivière à avoir deux coporteurs. Donc pour nous, c'est intéressant aussi dans l'évolution de notre label, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, on a des rivières qui ont 8 coporteurs, donc ça renforce quand même la robustesse du portage. Voilà, une rivière qui a été labellisée en septembre 2018 avec un renouvellement donc, qui est tout récent en 2025. Pour nous, ça représente aussi la première rivière qui a été liée à un parc national, donc le parc national des Cévennes qui a été cité tout à l'heure, et en même temps à une réserve de biosphère. Donc un lieu qui est désigné par l'UNESCO et qui, pour nous, représente quand même une pratique et un développement durable qui est intéressant. Voilà. Merci, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, non, j'avais bien posé la question finalement au syndicat. Vous avez été labellisé en 2018. Qu'est-ce que ça a impliqué autre? Donc, on voit que vous avez un site de biodiversité exceptionnel. Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre manière de voir ou de faire? On parlait d'approche peut-être au départ qui était très hydraulique. Est-ce que finalement, ça a modifié votre perception et quelles sont notamment les modifications qui ont été démarrées avec cette labellisation ou cette distinction? Effectivement, le fait d'être labellisé doublement, je dirais, là, déjà, ça oblige les élus d'abord, et puis la population, d'une certaine façon, à être à la hauteur de ces labels et de l'exigence de ces labels. Et puis ça apporte, voilà, peut-être pour certains, un peu voilà, de fierté d'être dans un lieu reconnu officiellement, voilà, euh, par l'extérieur. Mais au-delà de ça, ça nous a obligés à mieux regarder notre rivière et notre bassin versant. Je parle toujours, moi, du bassin versant parce que, voilà, la rivière n'est rien sans le bassin versant. Donc, il faut tout considérer. Et c'est devenu une des préoccupations, du coup, la question de l'eau plus globalement, c'est devenu une de nos préoccupations largement, je dirais, principales hein, dans toutes nos démarches, euh, au point qu'aujourd'hui, on développe des projets qui ne sont pas que sur la rivière, mais sur l'ensemble du bassin versant, mais aidés par notamment l'agence de l'eau, notamment sur la question des sols, la question de la végétalisation sur ces sols en termes de forêt ou d'agriculture.
On ne rentrera pas dans les détails de tout ça parce que c'est très complexe. Mais disons que euh, cette labellisation et le travail qu'il y a eu autour, les études, les questionnements, nous ont amenés à à approfondir quand même notre réflexion sur le cours d'eau. Ça nous a amené aussi à faire des choses très concrètes et que les gens ont vu et pour convaincre les gens, les habitants, rien de tel que des choses très concrètes, hein. Je pense par exemple à l'enlèvement de carcasses de véhicules qui étaient là depuis des années, depuis voilà, à l'occasion d'épisodes sévenols très importants. Bon, on a sorti via élitreuillage, par exemple, des carcasses qui étaient là depuis 2022, depuis 2002. Euh, voilà, l'an dernier, on a supprimé un seuil qui ne nous apportait plus grand-chose d'ailleurs, et bon, voilà, qui pouvait plus gêner qu'être utile. Et tout ça, on l'a fait bien entendu dans le cadre de Rivière Sauvage, et les gens ont vu qu'on s'occupait euh, de la rivière. Ça a été des moments où on a pu communiquer de façon plus importante et donc de motiver les gens quant à, à l'intérêt de la rivière. Donc à ce titre-là, déjà, c'est très important pour nous. Mais plus scientifiquement, peut-être Émilie a des choses à nous dire. Pour compléter, c'est vrai que le fait d'être labellisé, en tout cas cette rivière sauvage, nous a quand même donné une approche complémentaire par rapport à ce que pouvait faire le syndicat et notamment la dynamique de réseau qui, moi, me paraît très intéressante. Et on revient de quelques jours en Corse où le réseau a fait son assemblée générale en Corse et c'est vraiment des moments très importants pour nous donner à voir sur d'autres dynamiques de territoire, découvrir de nouvelles actions, des expérimentations qui se font ailleurs pour enrichir et approfondir nos thématiques et nos enjeux. On a parlé de la fréquentation touristique, qui est un sujet en fait transversal à toutes les rivières sauvages. Comment on gère les flux, jusqu'où on va dans la fréquentation. Donc il y a cette dynamique de réseau qui est très importante, je trouve, et qui nous a vraiment apporté. Et puis toute la partie plutôt scientifique, recherche qui est, nous, un des piliers de la démarche portée par le syndicat, la démarche de l'homme et la biosphère de l'UNESCO, et qu'on a pu, grâce au réseau, vraiment mettre en œuvre par cette force de réseau. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'étude qui a été faite sur l'ADN environnemental, sur les diatomées. Ça a été une opportunité pour nous. On ne se serait jamais lancé dans une telle étude sans la dynamique de réseau à l'échelle nationale. Donc voilà, c'est des apports vraiment pour nous essentiels pour approfondir et essayer d'améliorer notre approche de la gestion des cours d'eau. Et en effet, j'insiste encore, peut-être c'est un peu lourd à force, mais sur la dimension bassin versant. Et c'est vrai que le label, on a trouvé ça très intéressant, nous, d'avoir une approche pas simplement du réseau hydraulique, mais aussi hydrologique, mais vraiment une approche bassin versant, parce qu'évidemment, selon ce qui se passe sur les bassins versants, on n'aura pas les mêmes rivières et la même eau, d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Donc, c'est aussi ça qui nous a beaucoup intéressés dans cette démarche de label site Rivière Sauvage. Merci. Et en fait, là, je pose une question finalement à l'agence, donc en fait, et aussi à Rivière Sauvage, c'est qu'on voit que les labels ou distinctions finalement doivent peut-être être renouvelés. Qu'est-ce qui finalement va qualifier le maintien ou pas donc d'une rivière en bon état? Est-ce que vous avez un délai entre guillemets de revérification? Est-ce que ça, il y a un programme d'action spécifique? Donc pour l'agence RMC, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, actuellement, le renouvellement, il se fait de façon, enfin, plus ou moins automatique. En tout cas, on ne ressollicite pas les collectivités. Par contre, côté agence, on vérifie que les conditions d'attribution sont toujours vérifiées, notamment bah, le bon état écologique, l'équilibre quantitatif. Je vous ai parlé aussi de la gouvernance
et de l'absence de déformation hydromorphologique. Et donc ça, on fait ce travail tous les 3 ans au fur et à mesure que les labellisations arrivent à échéance. Le Galaison a été reconduite depuis 2018, depuis la labellisation initiale. Alors pour vous donner un peu une idée, je vais vous montrer l'état d'une station de suivi qui est qui est sur le Galaison. Oui. Donc là, c'est la station de suivi. C'est une station de suivi dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, hein, qui se trouve à Sandras et où on fait des suivis. Donc, vous voyez, là, on affiche depuis 2010 des suivis sur différents paramètres, euh, et aussi bien physico-chimiques que biologiques. Et, la troisième ligne bleue, c'est l'état écologique, et on voit que nous sommes en vert. Alors, en vert, ça veut dire bon état. Bleu, les pastilles bleues, c'est du très bon état. Et, et il y a eu mais il y a longtemps, une petite pastille jaune qui est à moyen, mais c'est pour un cas ponctuel, sachant que l'évaluation de l'état écologique, elle prend en compte à la fois de la physico-chimie et des paramètres biologiques. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu moins bon, et ben, ça déclasse complètement l'état final de l'indicateur. Donc on prend toujours pour avoir l'état écologique, on prend toujours le moins bon critère qui a été évalué. Donc là, on est. Et donc, ces suivis se poursuivent sur cette rivière, sur cette station-là, qui nous permet d'avoir enfin, une bonne vision de l'état de la rivière. Alors, il y a quelques évolutions pour la prochaine campagne de labellisation là, qui va avoir lieu en 2026, donc l'année prochaine. On va faire une attribution pour 4 ans au lieu de 3 ans, mais la reconduction passera par une demande du partenaire au bout des 4 ans, alors avec un formulaire un peu simplifié, et nous, on refera l'exercice d'analyse euh, des différents critères. Et, euh, et donc là, on fournira aussi aux partenaires des autocollants à mettre sur les panneaux pour chaque période d'attribution. C'est pour mieux gérer les périodes d'attribution. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème de reconduction, mais voilà, c'est plus, on ne sait jamais. Alors, si vous voulez candidater, il suffit d'aller sur le site de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. On pourra vous fournir le lien là, que j'ai sur la diapositive. Vous avez pas mal d'informations. Alors, sinon, j'y vais, mais je ne sais pas si on a trop le temps. Euh, On non, va peut-être passer. voilà. Qui vous donne des exemples de labellisation, qui vous donne les critères, le dossier. Il y a aussi des vidéos de partenaires qui ont eu leur rivière labellisée, donc ça vous donne pas mal d'informations. Ça peut vous donner envie aussi de remplir un dossier de candidature, de contacter la délégation de l'agence de l'eau auquel vous dépendez pour pouvoir en discuter avec eux. Donc, vous êtes un petit peu comme le guide du routard, le Goemio. Maintenant, vous avez là des périodes de label, en fait, avec Voilà, des c'est taux ça. différents. C'est Et ben, un peu peut-être le principe. voilà, peut-être même question effectivement sur Rivière Sauvage. Est-ce que votre côté, justement, la labellisation, le renouvellement implique de passer au niveau supérieur systématiquement? Est-ce qu'il y a une recherche de perfection? Comment vous envisagez les choses au niveau des rivières sauvages? Donc le renouvellement du label sur le Galaison, il a été fait donc par l'intermédiaire d'un audit. Donc c'est les renouvellements chez nous, ils se demandent par les gestionnaires qui ont eu le label. Euh, Ils se demandent à la fin du programme d'action, donc ils fixent finalement la fin de la première labellisation. L'audit de renouvellement sur le Galaison, donc il a été fait le 18 février. Et le comité de labellisation dont je parlais tout à l'heure, donc qui est vraiment l'instance de décision de renouvellement et de labellisation, a eu lieu donc 24 avril 2025. Euh, Là, pour cela, donc, le Galaison a dû présenter la grille, la nouvelle grille de critères avec les évolutions qui ont pu avoir lieu en fonction du premier programme d'action qui a eu lieu, euh, un bilan de tout le premier programme d'action, de tout ce qui a été fait, et puis un nouveau programme d'action, donc 2025-2030,
ainsi qu'un schéma de gouvernance qui correspond à finalement quelle structure s'engage dans quoi sur cette nouvelle durée du programme d'action. Là, on voit sur le Galaison, donc, on a eu un passage du niveau 2 au niveau 2+, donc on est arrivé de 89 points et quelques à 90 points, donc on a une petite augmentation qui est due donc à des critères de qualité et qui fait qu'en fait on a un bassin d'une extrême qualité et qui est toujours préservé et donc ça prouve aussi que l'ensemble des efforts qui sont faits sur ce bassin versant-là continuent d'aller dans le bon sens. En même temps, ce qui est important pour nous, c'est que le label, il se met sur un cours d'eau entier ou une portion de cours d'eau. Sur le Galaison, on avait enlevé une petite portion à l'aval. Et l'idée, c'est vraiment, alors c'est pas le cas encore pour ce renouvellement-là, mais dans ce renouvellement-là où il va y avoir un programme d'action qui est ambitieux et qui est partagé par l'ensemble des acteurs, il me semble qu'il y a 17 actions sur le nouveau programme d'action, qui sont des études, du suivi, des travaux, etc. Tout plein de choses qui sont intéressantes et qui permettent finalement à ce cours d'eau d'être et à ce programme d'action d'être, comme on dit dans notre jargon, label compatible. Eh bien, on a l'agrandissement du périmètre labellisé en aval, donc suite à des travaux qui sont prévus dans le programme d'action. Vous pourrez peut-être compléter, Émilie et Yannick, et qui permettront finalement de labelliser le Galaison, certes, enfin, on l'espère en tout cas dans son entièreté. Voilà. Merci. Et bien justement, Émilie et Yannick, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails, quelques exemples en fait, de ce que sont ces actions en fait, qui sont envisagées? Parce qu'on imagine que derrière en fait, un plan d'action, il y a des coûts. Donc comment cet aspect finalement est pris en compte? Est-ce que ça vous apporte des financements supplémentaires? Comment ça s'est géré au niveau de cette structure? Au fil des ans, les problématiques deviennent un peu plus pointues, je dirais. Alors, on règle des problèmes, mais il y en a d'autres qui restent à régler et qui ne sont pas forcément les plus simples. C'est souvent pour ça qu'ils restent à régler, d'ailleurs. Et notamment, voilà, quand on touche à une rivière, ça a tout de suite des effets en aval, en amont, mais ça a des effets physiques, mais ça peut avoir aussi des effets d'ordre social. Je m'explique, on se pose par exemple la question d'un seuil, faut-il, alors on souhaite le supprimer, mais en même temps, on se dit, en aval de ce seuil, il y a un gour, donc une possibilité de baignade. Et donc, par les temps qui courent, comme aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de gens autour de ce point d'eau. Et on se dit que si on enlève ce seuil, pour de bonnes raisons, on risque de diminuer ou de supprimer ce point de baignade. Et du coup, les gens risquent de... On pourrait se dire, ben voilà, ils viendront plus, comme ça, il y aura moins de pollution. En fait, ils risquent aussi de remonter plus haut, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, comment on résout ce problème-là? Voilà, on se trouve devant des problématiques assez pas évidentes, hein, voilà. Je parlais de la végétation, j'en ai déjà pas mal parlé, mais j'en reparle encore. La question de ce que doit être la ripisylve ou un peu au-delà de la ripisylve des boisements, la problématique des sols. C'est une science où tout n'est pas encore démontré. Et puis avec le réchauffement, l'évolution climatique, les données changent. Donc on voit bien, parce qu'on est souvent en relation avec des chercheurs, des scientifiques, on n'a pas des éléments, du coup, des données simples et des choses à appliquer qui seraient évidentes. C'est assez compliqué. Donc, je pense qu'il faut à la fois garder le cap, mais en se disant euh, qu'il va falloir du temps et que
Et puis tout le temps que... Alors la nature, on dit que la nature s'adapte toujours, c'est sûr. On parle souvent pas de la même échelle de temps que pour ce qu'on souhaite nous les humains. Donc il faut aussi qu'on reste sage et qu'on se dise que mieux vaut prendre son temps pour faire les choses comme il faut. C'est pour ça qu'on n'a pas essayé d'avoir la note 3 parce qu'on se dit, et voilà, il faut encore du temps et faut pas s'énerver. Puis comme le contexte évolue, euh, voilà, il vaut mieux garder le cap et mettre plus de temps que de vouloir tout régler définitivement. Mais effectivement, il y a aussi derrière tout ça des questions d'administration et de finances. Et comme là, c'est Émilie qui gère ça, elle va vous en dire deux mots. Oui, sur le label site Rivière Sauvage, donc on a coporté avec le PTB ce dossier. Évidemment, bah, c'est du travail, hein, ça nécessite quand même de pouvoir faire un travail approfondi sur les données du territoire pour passer tous les critères de la grille. Donc nous, on a été accompagnés, on a sollicité en fait une personne dans le cadre d'un stage de fin d'études en Master 2 pour nous aider vraiment à faire tout ce travail, je dirais, de fond pour aller chercher les données. Le programme d'action Rivière Sauvage, en fait, l'idée du programme, c'est pas forcément que ce soit les EPCI, en tout cas pour notre compte, c'est pas forcément des actions portées par les deux coporteurs. L'idée, c'est en effet d'embarquer les autres partenaires et parties prenantes du projet dans ces actions-là. Donc, le portage de ces actions et peut être très divers, de la fédération de pêche à une APPMA. Donc je vous ai listé là quelques actions, hein, je ne vous ai pas remis tout le programme, mais donc des actions qui visent à aller plus loin que ce qu'on a fait sur l'enlèvement des déchets. C'est quand même des choses qu'on a déjà fait sur le Galaison. Il s'agit d'aller davantage plus loin et encore de sortir des déchets métalliques, notamment dans cette rivière. Yannick a évoqué la question de l'importance et de la question des seuils, et Mélanie aussi sur l'extension du label sur l'aval du Galaison, parce que c'est sur cette partie la plus anthropisée où on trouve le plus d'ouvrages type seuil et qui donc sont quand même éliminatoires. C'est un critère en fonction du nombre de seuils qu'on a au kilomètre, c'est éliminatoire et donc on a quelques seuils en aval. Mais avec pourquoi aussi on avance à tâtons et prudemment, c'est qu'en effet, on ne sait pas les effets sur la morphologie du cours d'eau et donc les usages derrière qui en découlent. Donc voilà, le programme pédagogique, c'est quelque chose qu'on porte. Donc ça, c'est un programme pédagogique au niveau national. Graines de rivière sauvage, là aussi, hein, ça a été vraiment un plus pour nous parce que et c'est aussi mettre en lien les écoles au niveau national entre elles. C'est un vrai projet intéressant, je trouve. C'est donc chaque école qui candidate à ce programme pédagogique porte des projets. Donc il y a une thématique qui est proposée par le réseau. Chaque année, on a eu des podcasts. On a eu là cette année, c'était des éco-poésies avec une approche artistique de la rivière avec du cyanotype, par exemple. Bon, voilà. Donc, on participe et donc c'est poursuivre ces actions-là. Et puis, des actions un peu nouvelles pour nous sur l'impact du pâturage en ripisylve, par exemple, qui pose des questions de qualité de l'eau. Donc, on a une problématique sur ce sujet-là, même si on reste malgré tout une rivière très préservée avec des activités quand même agricoles assez éloignées des cours d'eau, mais voilà, ponctuellement, on peut avoir des sujets. Yannick a évoqué aussi les effets du dérèglement climatique sur nos rivières cévenoles qui sont évidemment très impactées par le changement climatique avec des développements de bloom algae. Et donc la population, en fait, je ne sais pas si on l'a a dit, mais le Galaison est quand même une rivière encore. Dans votre introduction, Antoine, vous expliquez de cet éloignement du citoyen, de l'habitant à l'eau, parce que finalement on a un peu plus ce contact direct. Sur le galaison, et c'est peut-être ce qui explique aussi
la qualité de cette rivière, c'est que à l'inverse, on a des gens qui sont très attentifs, des citoyens très attentifs à la qualité du gazon, et donc ils se questionnent beaucoup sur le développement de ces algues à des époques où, par exemple, le mois dernier, il y avait pourtant beaucoup d'eau, l'eau n'était pas encore chaude, il y en a des développements d'algues, et donc on aimerait pouvoir apporter des réponses précises, et donc l'idée de pouvoir porter des études sur ce sujet-là. La fréquentation, on en a parlé, et l'approche aussi bassin-versant qu'il faut qu'on approfondisse davantage. Voilà un petit peu sur le projet, nous, sur le nouveau programme du Galaison. Sur les coûts, je dirais, pour conclure, évidemment, ce programme-là peut bénéficier, alors sous réserve de répondre aux critères d'éligibilité des financeurs, mais quand même, on est arrivé sur ces actions-là à avoir, et de l'ancien programme, pardon, des soutiens divers, que ce soit l'Agence de l'eau, que ce soit le département du Gard sur les litreuillages, par exemple, le parc national par un appui plutôt technique. Donc, je dirais que sur la mise en œuvre des actions, on arrive à trouver des financements. Là où c'est plus compliqué, mais c'est pas qu'un problème pour le Galaison, peut-être Mélanie pourra en dire un mot, c'est plutôt pour nous qui en plus n'avons pas la compétence GEMAPI, nous n'avons pas les moyens d'assurer l'animation de ce programme. Et d'ailleurs, c'est un écueil pour nous, en tout cas pour nous syndicats, du précédent programme sur le Galaison, c'est notre difficulté, nous, à nous mobiliser, syndicats de Haute-Vallée-Sévenol, à mobiliser du temps agent pour mettre en œuvre ces actions sur le Galaison et faire de la coordination. Ça, c'est la limite pour moi du label aujourd'hui. J'espère que ça évoluera avec le temps. Mais voilà, c'est le financement de l'animation du label aujourd'hui n'est pas assuré. Et donc, ça limite de fait, pour moi, l'investissement et l'action rapide. Très bien. Justement, on va rebondir sur cette question avec Mélanie avant de parler et de terminer sur la question des mobilisations citoyennes. Mélanie, est-ce qu'on peut parler effectivement de la question du besoin d'animation, finalement aussi, peut-être revenir sur ces questions de coût. Est-ce que vous avez estimé, vous, ce que coûtait une labellisation pour qu'en fait, toutes les personnes intéressées puissent avoir un peu une panorama de tout ce que ça peut engendrer comme, comme besoin, en fait. Oui, alors en dehors de l'animation, au niveau du coût de la labellisation, donc c'est un coût d'audit AFNOR qui correspond environ entre 3 et 4 000 euros hors taxe. Et puis après, on a une adhésion au réseau des sites rivières sauvages labellisés qui correspond à 2 000 euros TTC par an. Ça sont des coûts qui peuvent être pris en charge par certains financeurs, dont quelquefois donc l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, avec des conditions précises. Peut-être que Cécile, vous pourrez préciser. Euh, Après, effectivement, l'Agence de l'eau nous aide, Rhône-Méditerranée Corse nous aide au niveau, au niveau du territoire de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse pour l'animation, mais c'est vrai qu'il y a moins maintenant de financement pour les animations localement. Euh, c'est pour ça qu'on essaie de développer, nous, d'autres sources de financement qui peuvent être départementales, qui peuvent être régionales et qui peuvent être aussi des fonds privés sur lesquels nous, on essaye de travailler sur des partenariats avec des entreprises locales, donc mécénat territorial, pour essayer de pouvoir aider à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Il y a les responsabilités sociales et environnementales des entreprises qui permet effectivement d'intéresser ces entreprises à trouver des zones exceptionnelles sur lesquelles investir. On en voit de plus en plus, effectivement. Oui, après, c'est vrai qu'elles ne sont pas intéressées directement sur de l'animation, mais plus sur des projets. Mais on glisse en fait la partie animation du projet dedans, quoi. Très bien. Justement, pendant que vous êtes là, est-ce que vous pouvez dire comment vous voyez votre approche entre les deux labels, pas les deux labels, entre le label et la distinction, finalement, comment vous voyez la complémentarité ou pas de ces affaires? Alors, pour nous, en fait, ces labels, c'est deux outils qui ont été complémentaires et qui sont nés presque en même temps. Notre label est né en 2014, le label Bon État en 2015. Euh, hop. L'idée pour nous, donc, c'est de passer d'une rivière en bon état à
une rivière site rivière sauvage si on y arrive. Les rivières qui n'atteignent pas le bon état, en fait, sont vraiment loin d'arriver au label site rivière sauvage. Le bon état, ça représente à peu près 50%, un petit 50% des rivières qui sont sur le territoire Rhône-Méditerranée-Corse. Notre label site rivière sauvage, donc, ça représente à peu près 1% du linéaire français de rivières qui sont en bon fonctionnement. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes créneaux de rivières. L'idée donc du label en bon état, et ça a été dit, hein, donc c'est aussi de récompenser les gestionnaires sur l'atteinte du bon état. Euh, et nous, on va aider les gestionnaires à aller en fait au-delà de la directive 4 sur l'eau. Donc à chaque fois, en fait, c'est un pas de plus qu'on fait par rapport au label bon état qui serait finalement sur la première marche de l'escalier et le label site rivière sauvage qui serait sur la marche d'après, un peu plus haute, un peu plus dur à gagner, mais où c'est vraiment des labels complémentaires. Au niveau du cadre, donc ça a été rappelé, c'est le cadre de la directive cadre sur l'eau européenne. Nous, on n'a pas forcément, alors bien sûr, on travaille avec les politiques publiques, donc on a aussi ce cadre de la DCE, mais Rivière Sauvage n'a pas de cadre législatif. Il est basé sur le volontariat et sur finalement l'appropriation locale, ça a été dit aussi par le syndicat mixte de Haute-Vallée-Sévenol, des acteurs locaux pour pouvoir aller vers ce label. Au niveau du label bon état, ça a été dit aussi, donc il évolue en fonction des critères physico-chimiques, biologiques. Il a été rajouté, donc l'idée c'est de regarder aussi tout ce qui est hydromorphologie et de regarder également s'il y a un porteur de projet. Nous, donc, on travaille sur la grille de 47 critères que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec des critères physico-chimiques, morphologiques, occupation du sol, etc. Et évidemment, il faut aussi qu'il y ait un porteur de projet et une gouvernance pour pouvoir faire vivre ce label. L'idée donc du label en bon état est basée donc sur des campagnes physico-chimiques. Il y a alors le droit d'usage, non, il me semble pas que finalement il y a un droit d'usage puisqu'on n'est plus sur un label mais sur une distinction. En ce qui nous concerne, on a un droit d'usage de la marque qui est donné à l'ensemble des gestionnaires qui déposent une demande de labellisation. Il y a des audits, comme je parlais tout à l'heure, et puis ensuite il y a l'entrée dans le réseau des rivières labellisées de France, donc avec cette appropriation au niveau du réseau et de l'association du réseau des rivières sauvages. Au niveau du label en bon état, donc l'idée c'est de maintenir en bon état, voire d'améliorer aussi. Et nous, on est sur un programme d'action vraiment qui permet de maintenir un bon état de conservation ou de fonctionnement de la rivière, et puis bien sûr d'améliorer la qualité du bassin versant, voire d'élargir les zones qui sont labellisées. Voilà. Ben, justement, enchaînons sur la question de mobilisation. On peut commencer par vous, puis après on fera le tour de table sur la partie mobilisation citoyenne finalement. Quelle place ça prend dans ces procédures? Quelle est votre expérience par rapport à ça? Alors moi, c'était pour un peu répondre à Mélanie, hein. Oui, il n'y a pas d'opposition entre nos deux labels. D'ailleurs, on finance l'animation de l'association Rivière Sauvage. Alors, je suis pas spécialiste du dernier programme d'intervention qui vient juste d'être mis en application là sur les parties animation, hein. C'est pas trop mon sujet dans le détail de connaître les conditions d'aide. Donc ça, je pourrais pas vous répondre quand Mélanie a posé la question tout à l'heure. Là, il faut aller voir sur notre site. Il y a les informations sur le programme, le 12e programme d'intervention. Sur la complémentarité entre nos démarches, hein, la démarche commune, c'est quand même d'améliorer, de œuvrer d'une façon ou d'une autre à l'amélioration, à la préservation des rivières. Toutes les rivières du bassin Rhône-Méditerranée et de Corse n'ont pas vocation à être labellisées rivières en bon état, même si elles sont en bon état écologique, parce qu'il y a d'autres critères à mettre déjà à cocher.
à l'idée, mais il y a aussi le fait que s'il y a des actions encore à mettre en œuvre importantes euh, et que l'agence n'a pas vocation à proposer la labellisation à un acteur si il y a encore des démarches importantes à faire pour notamment sur la partie hydromorphologie. Souvent, c'est ça aussi qui pose problème. Donc, et c'est aussi une démarche qui doit venir de l'acteur local. Et voilà, donc on n'a pas une opposition, on a une complémentarité d'action et de démarche. Donc voilà, c'était pour conforter ce qu'avait dit Mélanie avant. Alors sinon, sur la mobilisation citoyenne, hein, alors on a parlé beaucoup à la fois des acteurs locaux qui se mobilisent, comme le syndicat des Hautes-Vallées Sévenol. On a parlé des financements de l'agence de l'eau qui soutient aussi bien l'animation du réseau Rivière Sauvage que les acteurs comme le syndicat. L'agence apporte aussi une attention importante à l'association des citoyens et des riverains aux projets de restauration et de préservation des rivières. Et concrètement, il soutient financièrement les projets où il y a une dimension aussi de mobilisation citoyenne. Alors là, sur la diapo, vous voyez un peu les projets qui ont été validés suite à 4 appels à projets eau et participation citoyenne qui ont été lancés là, ces dernières années entre 2020 et 2024. Donc, il y a eu 61 lauréats, différents types de structures, et pour ce sont des collectivités, des parcs, des syndicats, etc. Et ça représente quand même 4 millions d'aides pour mettre en œuvre des actions de mobilisation citoyenne. Alors, je vais vous donner un peu des exemples d'associations citoyennes. Dans les projets lauréats, il y avait des démarches euh, participatifs pour accompagner les mises en œuvre de projets, de projets de concertation, comme les SAGE, les contrats de rivière. Et l'idée, c'était de faire monter en compétence des citoyens sur ces enjeux de l'eau pour accompagner la mise en œuvre de ces SAGE ou de ces contrats de rivière. D'autres démarches font associer les citoyens vraiment à un projet de restauration, donc à une conception de projet, et ça permet d'avoir les perceptions, les attentes des citoyens et de l'intégrer dans des scénarios de conception de restauration. Et souvent, c'est euh, des citoyens qui ont pu participer à aux démarches participatives d'un SAGE, parfois, ça les incite après, s'il y a un projet de restauration, ils sont intéressés, ils ont, ils ont acquis des connaissances, des compétences, ils viennent plus facilement à des ateliers de réflexion ou d'échange sur un projet de restauration de rivière. Ça fait un peu boule de neige. Et on a aussi des projets qui proposaient des actions euh, pour proposer aux citoyens d'agir à leur niveau euh, pour développer des pratiques d'économie d'eau, de zéro phyto, etc. Donc ça peut être des choses très larges et c'est vrai que on voit dans la mise en œuvre des projets, déjà dans l'émergence et aussi dans la mise en œuvre, de, d'associer les riverains, les citoyens. Il y a une meilleure acceptabilité des projets, parce que parfois les projets peuvent poser des questions, comme le disait Monsieur Louche. Si on enlève le seuil, après il n'y a plus le site de baignade, voilà, ouais, tout peut être en jeu à blocage et faire participer, expliquer, et ça aide beaucoup à la mise en œuvre des actions. Et sur la partie distinction, en fait, bon état, est-ce qu'il y a un critère, entre guillemets, lié à la mobilisation citoyenne? Non, parce qu'à l'époque, je pense en 2015, c'était quelque chose qu'on mettait moins en valeur. Là, les appels à projets sur ce sujet-là datent de 2020. On a depuis plusieurs années une sociologue dans nos services qui étudie toutes ces interactions entre les sciences humaines et la restauration des milieux, la mobilisation des citoyens, des acteurs, etc. Mais à l'époque, ça n'était pas dans nos critères, mais peut-être qu'on fera évoluer le label à terme. Mais voilà, c'est pas encore. C'est une Pas démarche encore. qui est en train d'être initiée depuis quelques années. Merci. Et donc sur la partie rivière sauvage,
Est-ce que pour vous, la mobilisation a un rôle particulier, une place dans les critères de choix? Alors oui, en ce qui concerne Rivière Sauvage, la mobilisation, elle va être dans la partie gouvernance du label. Quand il y a l'auditeur de gouvernance qui vient, c'est vrai qu'il vient voir finalement l'implication locale qui permet de faire vivre ce label sur le territoire. Donc pour nous, c'est quand même assez important. Donc, je vous ai remis là des exemples de ce qui a été fait sur différents territoires. C'est vrai que pour nous, l'appropriation locale du label sur les sites rivières sauvages, elle est vraiment déterminante pour la vie du label sur ce territoire-là. Alors, vous avez en haut à gauche, par exemple, une inauguration qui a été faite après des travaux où il y avait finalement la population locale qui s'est déplacée. Il y a eu une réouverture en fait d'un endroit de la rivière qui était en souterrain, qui passait dans un tunnel. Et donc voilà, la population locale était très intéressée de voir finalement, de revoir enfin la tête de la rivière à cet endroit-là. En bas à gauche, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Donc, Émilie, tout à l'heure, a parlé du programme Graines de rivière sauvage. Donc là, on est plutôt en éducation à l'environnement, mais voilà, c'est des choses qu'on fait sur l'ensemble des écoles, de la maternelle au lycée, sur nos sites rivières sauvages. Sur la droite, donc là, on est plus sur de la mobilisation justement citoyenne, de la connaissance de ce que c'est que la biodiversité qu'il peut y avoir sur le bassin versant du Léguerre lors de la fête du Léguerre. On a des fêtes de rivières sauvages sur différentes rivières. Et puis, on en a parlé aussi avec Émilie tout à l'heure. Hop. Donc là, c'est pas cette année sur la Corse, mais c'est l'année dernière où on avait fêté les 10 ans du label Site Rivière Sauvage, où il y avait donc l'ensemble des gestionnaires qui étaient présents et des gens localement qui étaient présents aussi sur des pêcheurs, des agriculteurs qui étaient là, donc sur cette labellisation, enfin sur ces 10 ans du label Site Rivière Sauvage qui ont eu lieu donc sur un de nos sites qui s'appelle le Guillemot. Voilà, donc vraiment très important pour nous d'avoir les locaux qui viennent travailler, alors qu'ils peuvent venir faire des fois de l'enlèvement de déchets sur leur commune, qui ont envie de fêter la fête des rivières sauvages, qui ont envie de participer. Là, ce week-end, par exemple, il va y avoir une initiation à la découverte de la faune et de la flore sur les sources d'une de nos rivières dans le département de l'Ain qui s'appelle la Dorche, où les citoyens donc, des communes concernées sont invités. Voilà, c'est vrai que ça, pour nous, c'est très important que ce label il vive sur le territoire. Merci. Et du côté du syndicat, justement, en fait, donc on a parlé tout à l'heure de l'intérêt des gens ou des questionnements sur les algues, mais finalement, est-ce que vous avez observé une modification, la mobilisation grâce au programme ou au programme au pluriel? Est-ce que de votre côté, vous avez même évolué différemment dans le lien aux citoyens? Comment vous voyez les choses? Alors, sur la participation citoyenne, on est habitué parce qu'en fait, ça fait partie de la démarche Homme et Biosphère qui est un peu notre outil politique pour l'ensemble des autres démarches qui viennent se greffer. Depuis, on a toujours pratiqué l'implication des habitants dans tous les domaines. Euh, un travail spécifique et de fond en direction des enfants, des jeunes. Euh, on a mis en place aussi il y a pas mal d'années maintenant un observatoire scientifique participatif du territoire, donc qui fonctionne toujours et auquel on doit peut-être donner un peu plus de champ dans l'avenir. Et puis plus récemment, on a favorisé la mise en place d'un comité citoyen qui, aux côtés du syndicat, réfléchit, regarde ce que fait le syndicat, propose des choses, anime des choses. Ben, actuellement, là, cette semaine, il y a une grosse animation sur la question des mobilités, par exemple, qui est portée par
par le comité citoyen. Donc, alors sur la rivière, il y a aussi tous les utilisateurs qui sont en général organisés. Je pense notamment aux pêcheurs, hein, qui sont attentifs. Encore hier, je discutais avec le président de la Fédération de pêche du Gard qui m'expliquait qu'il souhaiterait faire de tous les ruisseaux qui alimentent le, le galaison, de les mettre en réserve totale. Voilà. Donc, voilà, on travaille de fait naturellement, je dirais, avec tout le monde et puis avec les riverains parce que notre rivière, chez nous, elle est privée en quelque sorte, puisque voilà, elle appartient aux riverains. Euh, Même s'il y a aujourd'hui une politique qui se met petit à petit en place d'acquisition, notamment par le département, les communes ou le PTB, des bords de rivière pour essayer de- d'être plus à l'aise pour les gérer. Mais pour autant, voilà, à part quelques cas particuliers plus difficiles, globalement, les choses se passent bien parce qu'elles sont discutées avec tous les riverains, euh, y compris parfois ils prennent sur eux parce que voilà, ils sont propriétaires et pour autant la, la rivière est considérée comme un bien commun, hein, dans la tête de tout le monde. Et on l'utilise et notamment beaucoup l'été quand avec la canicule, ben voilà, beaucoup de gens se retrouvent dans la rivière. C'est d'ailleurs c'est pourquoi aussi le Galaison est un peu une zone intéressante d'études, de suivi, c'est qu'il relie, cette petite rivière relie la partie très urbanisée d'Alès, Alès-Aglo, avec le cœur de parc. Voilà. C'est donc ces 30 kilomètres-là, ils sont le lien euh, entre une agglo, cœur de parc, et il se trouve que, contrairement aux autres abords de l'agglo, c'est le seul endroit où grâce à la topographie sans doute qui nous a aidés, c'est resté relativement naturel, voire sauvage. Donc, grande responsabilité aussi pour nous à ce niveau-là. Voilà, mais peut-être que Émilie a d'autres approches aussi quant à la participation. Non, peut-être, oui, je peux ajouter que dans le cadre du comité citoyen, Yannick a parlé là de la mobilité parce que c'est notre sujet de la semaine, mais pour vous donner un peu comment le sujet de l'eau traverse les dynamiques citoyennes, le comité citoyen alors il vient d'être mis en place il y a 1 an et demi maintenant, donc il est quand même relativement nouveau. Donc il y a un besoin de se découvrir, de définir comment on va travailler au sein de ce comité citoyen, comment on va fonctionner. Mais très, très vite, une thématique est sortie, donc l'eau. Et je ne sais pas à quoi il faut relier cette approche-là, mais les citoyens ont souhaité, dans cette thématique-là, y associer les questions d'agriculture et de forêt. Et donc, je trouve intéressant de montrer que, du moins, ça démontre, je crois qu'au moins, en tout cas, ces citoyens investis dans le comité citoyen ont quand même une approche assez transversale de la thématique de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes ont fait le lien en se disant, bah oui, mais si on travaille sur l'eau, il y a des questions d'agriculture, il y a des questions de gestion forestière, voilà. Donc peut-être après c'est très difficile pour nous en fait de vous apporter, d'évaluer comme la question est posée les effets directs du label et de tout le travail qui a été mené dans le cadre de ce label sur la mobilisation citoyenne parce que, comme l'a dit Yannick, c'est une politique qu'on mène, c'est un sujet en fait qu'on traite depuis très longtemps et donc quelle est la part qui peut être associée au label et ce qui est du reste, c'est difficile à dire, mais voilà, c'est un sujet en tout cas que nous on travaille depuis très longtemps et je rejoins Mélanie sur l'importance d'impliquer, de toute façon, là on est sur la thématique de l'eau, mais de façon générale, dans tout ce qui est aménagement et préservation de nos territoires, d'impliquer la population le plus possible. D'ailleurs, on est en train de travailler sur le lancement d'un projet
approche globale du territoire. Alors, sur plusieurs vallées cévenoles, celles qui recoupent, il y a 7 ou 8 vallées dans notre syndicat, dont la Gourdouze et le Riotor, qui sont aussi des rivières sauvages. Et on veut là porter un projet via l'hydrologie régénérative, un projet vraiment global. On va tenter, parce que ça nous paraît maintenant, depuis qu'on dit qu'il faut approcher les choses comme ça, bon, jusqu'à présent, on s'est un peu confronté au- au système euh, à l'organisation un peu un silo de toutes les structures, administration et autres. Et là, on veut transcender tout ça et porter un projet euh, global avec au cœur de ce projet la question de l'eau et la question des sols. Parce que ça nous paraît voilà, ça nous paraît maintenant incontournable en lien avec la question climatique. Voilà. Et donc, les rivières et leurs affluents sont bien sûr concernés à 1000%, vont être concernés à 1000% dans ce projet pour lequel on va sans doute solliciter tout le monde, notamment l'agence de bassin qui est pour nous quand même un, un partenaire majeur dans nos démarches. Comme vous le soulignez, en fait, les rivières sont soumises à de nouveaux défis, de nouvelles agressions, peut-être on pourrait me dire, en fait, notamment avec des polluants émergents. On parle de PFAS, on parle de chlorure, vinyle, et des choses, des matières en fait, industrielles. On a aussi le changement climatique qui amène des assèchements. Finalement, j'avais envie de poser une question à l'agence et à Mélanie. Ces nouveaux défis, en fait, qui sont complexes, comment vont-ils, ou en tout cas, est-ce qu'il déjà, en fait, il y a comment dire, une évolution prévue dans les paramètres? Comment ça se fait, en fait, finalement? Est-ce que les déclassements, en fait, des rivières labellisées ou distinguées est-il déjà possible du fait de ces critères-là, ou est-ce que c'est plutôt une évolution, une réflexion en cours de votre côté? Mélanie? Oui, alors effectivement, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on prenne en compte. On travaille donc avec notre conseil scientifique de l'association du réseau des rivières sauvages qui permet en fait de faire évoluer la grille de critères depuis le début, au fur et à mesure donc des paramètres du changement climatique, au fur et à mesure des labellisations, au fur et à mesure de ce qu'on peut voir sur des différentes expériences qu'on peut avoir. Donc il y a des choses certainement qui pourront être rajoutées dans notre grille de critères, qui peuvent être, pourquoi pas, certains polluants, nouveaux polluants qu'on voit maintenant, qui peuvent être là. On va lancer une étude sur les microplastiques qu'il va y avoir enfin, qu'il y a ou qu'il y aura certainement, j'espère le moins possible, en tout cas sur nos rivières sauvages, en lien avec l'Office français pour la biodiversité. C'est pareil, on va travailler sur ces microplastiques de plus en plus en lien avec nos programmes pédagogiques pour sensibiliser un petit peu les enfants à ces problématiques-là. Euh, on, on espère essayer de travailler aussi sur une étude qui correspondrait à la résilience de nos rivières sauvages face au changement climatique. Sachant que sur des rivières qui sont très anthropisées, eh bien, il y a des chances quand même que l'effet du changement climatique soit plus fort. On espère en tout cas que sur nos rivières qui sont encore naturelles, qui ont un fonctionnement naturel, qui pourra réagir au mieux face à ce changement-là. Voilà, on est vraiment sur une grille des critères qui évolue, sur des paramètres qui évoluent au fil du temps et je pense qu'on s'adaptera donc dans ces labellisations. Question bête, mais aujourd'hui, une rivière peut s'assécher du fait du changement climatique ou de son fonctionnement naturel. Et donc, les gens pourraient dire, mais une rivière qui s'assèche, franchement, en quoi ça peut être une rivière sauvage ou au bon état? Quelle est votre réponse? Alors en fait, avant qu'elles s'assèchent même, on labellise déjà des rivières avec des fonctionnements qui sont karstiques, donc avec des rivières qui ont une partie souterraine par exemple. Pour nous, ça fait partie de l'hydromorphologie de la rivière, du fonctionnement de la rivière. Et s'il y a une partie qui est en souterrain, qui s'assèche l'été, eh bien, changement climatique ou pas, en tout cas,
On a tendance à labelliser à partir du moment où on a quand même une partie de rivière qui est aérienne. Après, avec l'évolution du changement climatique, si c'est l'ensemble de la rivière qui s'assèche les trois quarts de l'année, on verra. On n'en est pas là pour le moment sur nos bassins versants, mais pour nous, bah, ça fait quand même partie du fonctionnement naturel de la rivière si on peut avoir si on a des endroits qui s'assèchent. Merci. Et finalement, une question pour clore un petit peu les débats avec l'agence, avec ces nouveaux fonctionnements, en fait, hein. On parle effectivement, des rivières qui peuvent s'assécher, ou alors on a reparlé encore des critères de polluants émergents. Quelle est l'approche de l'agence par rapport à ces choses-là dans le cadre du classement de la distinction bon état? Alors nous, déjà, on a une mission de surveillance de la qualité des eaux, hein, ce que je vous ai dit en introduction, hein, c'est mon service qui est en charge cette surveillance sur les deux bassins, Rhône-Méditerranée et de Corse. Et on surveille actuellement, alors ça a été exponentiel, hein, entre le début de l'agence et maintenant, on surveille beaucoup plus de paramètres, notamment beaucoup plus de polluants. Tout ça parce que aussi les techniques d'analyse, hein, des laboratoires ont évolué. Euh, et actuellement, de quelques dizaines de paramètres à la création de l'agence, on est passé à 1400 paramètres, donc polluants, qui sont analysés quand on a des stations de suivi sur les cours d'eau. Donc on commence à avoir quand même une bonne connaissance. Après, on connaît évidemment pas tout parce que l'industrie chimique produit beaucoup plus de molécules que ça. Mais voilà, il y a aussi bah, la capacité à analyser par les laboratoires. Hein, c'est pas l'agence de l'eau, on a des prestataires, hein, pour faire ces analyses-là. Alors, la DCE, enfin les règles d'évaluation de l'État, hein, alors pas la DCE directement, mais en fait les arrêtés nationaux d'évaluation qui nous disent comment on doit évaluer les rivières ont évolué au fur et à mesure des années et prennent plus en compte différents paramètres. Il y a il y a une surveillance aussi prospective sur des polluants émergents qui est faite. Et donc, ça permet d'enrichir et d'améliorer les critères d'évaluation de l'état écologique et chimique. Et donc, nous, quand on fait une labellisation rivière en bon état, si c'est sur une rivière où on a des stations de suivi avec des données, ben on prend toutes les données et on applique la, euh, ce qu'on appelle le thermomètre, c'est-à-dire tous les critères et tous les seuils à appliquer, également pour des micropolluants. Dans la liste des polluants de l'état écologique là, qu'on suit, ben, il y a par exemple le PFOS, qui est un PFAS, euh, enfin, un des premiers PFAS qui a été suivi parce qu'il est considéré comme quand même particulièrement dangereux. Après, on peut labelliser aussi des rivières qui n'ont pas des stations de suivi, mais sur lesquelles on a eu une analyse assez approfondie dans le cadre des états des lieux des SDAGE sur toutes les pressions humaines, c'est-à-dire toutes les activités humaines qui ont un impact sur la rivière. Et c'est pas juste une analyse à dire d'expert comme ça. C'est vraiment basé sur des données d'occupation du sol par des activités, par exemple une agriculture plus ou moins intensive, savoir si sur le secteur, quel est le volume d'achat de phytosanitaires, sur des données de rejet de stations d'épuration, enfin, de stations d'épuration par exemple, de collectivités, mais aussi des rejets industriels. Donc, sur ces autres tronçons de cours d'eau, si on n'a pas de station, on a aussi des données qui sont assez riches, qui nous permettent d'évaluer le bon état. Mais voilà, et comme on analyse, enfin, dans l'analyse de la labellisation rivière bon état, on prend en compte toutes les données disponibles. Et juste, je revenais rebondir sur, finalement, là, on a beaucoup parlé de cette initiative de RMC. Parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont sur d'autres agences de l'eau. Est-ce que vous Oui. savez s'il y a des volontés ou des échanges avec d'autres agences de l'eau par rapport à cette même type de distinction? Bah, après, c'était une démarche de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse. Les autres agences, elles ont d'autres manières de récompenser, et d'initier des projets en lien avec leurs partenaires. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui est mis en place dans les autres agences, mais pour l'instant, c'est une démarche propre à Rhône-Méditerranée Corse. Merci. Et juste une dernière question sur le label Rivière sauvage. Est-ce que finalement il y a un lien avec d'autres labellisations européennes? Est-ce qu'il y a un réseau européen ou est-ce que c'est une initiative purement française?
Alors, pour le moment, c'est vrai, sur une initiative française qui est portée donc, par l'Association du réseau des rivières sauvages. On a labellisé la première rivière européenne, espagnole, donc la Noguera Palaresa, pour le moment avec le label français et le label européen, il est en cours de construction, peut-être avec d'autres structures comme l'European River Network qui est l'association donc, qui était avec nous depuis le départ et qui portait le projet. Très bien. Après, il existe en Europe hein, d'autres structures qui travaillent un petit peu sur ces thématiques-là, mais quand même différemment de nous, quoi. Pour le moment, on a un lien avec le WWF en Suisse qui ont créé le réseau Perle. Il y a d'autres choses qui existent comme ça, mais qui n'est pas vraiment un label au sens propre comme nous, on l'a créé, quoi. Je crois qu'il y a une initiative sur, bon, je n'appelle pas le terme label, ou peut-être une distinction entre guillemets autour des fleuves, hein. Il me semble avoir Oui, vu ça. Alors, je ne sais pas si c'est européen ou français, mais en tout cas, il y a une initiative concernant plutôt les fleuves et qui se met en place aussi. oui, tout à fait. Il y a pas mal de choses. Alors, c'est vrai que pour le moment, on l'a concentré un peu sur la France parce qu'il a fallu le développer sur la France. Il est quand même assez récent, ce label, hein, depuis 2014. Là, l'idée, quand même, par la suite, ça sera quand même de le développer au niveau européen. Mais là, on n'est pas assez avancé encore aujourd'hui par rapport à ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une autre initiative que j'ai vue en fait, sur les fleuves hein, qui existent. C'est pour ça que je parlais de ça. Voilà, qui est en émergence, a priori. Oui, Voilà. Écoutez, merci à tous, merci aux auditeurs qui regarderont cette émission. Et donc, on va clore par un petit mot de la fin, peut-être de notre syndicat de rivière. Quels sont pour vous, finalement, comment vous voyez l'avenir? En rose, peut-être, ou en bleu? Euh, Allez-y. oui. Mais justement, hein, par rapport aux pollutions, je pensais à une chose particulière chez nous parce que on n'est pas trop concerné, quoique on pourrait l'être, mais par les pollutions chimiques, il y a, je disais, un territoire recouvert à 90% de forêt. Il se trouve que cette forêt est à très haut risque incendie. Hmm. Et donc, c'est un vrai souci pour nous, alors au niveau de la forêt elle-même, mais aussi avec toutes les conséquences que peut avoir un grand feu de forêt sur le milieu, et notamment sur le milieu aquatique, sur les rivières. Hmm. Donc, on a une double responsabilité, c'est-à-dire la question de l'eau et des rivières, mais aussi la question de la forêt, parce que voilà, on n'est pas à l'abri, on le vit de temps en temps, hélas, ce problème. Et donc, voilà, c'est une vraie. Donc, en conclusion, moi, je dirais que, que rien n'est gagné sur ces questions-là. On le voit bien, c'est compliqué, ça se tend, et en même temps, il se passe des choses. Il y a je dirais que il y a une réaction au niveau politico-local, au niveau des structures qui ont en charge tout ça. Euh, il y a beaucoup d'efforts de fait, je trouve, depuis quelque temps. Et les labels, les labels dont on vient de parler en font partie. Ben, je souhaiterais qu'en haut lieu, là où se prennent les décisions politiques les plus importantes, eh ben, on en soit conscient et qui est vraiment une prise en compte dont on parle là euh, au plus haut niveau. Mais bon, voilà, on est résolument optimiste quand même. Donc, on va sauver nos rivières, quoi qu'il en coûte, comme disait quelqu'un. C'est vrai que vous faites bien le lien, finalement. En fait, on a beaucoup parlé de rivières aujourd'hui. Mais si on veut préserver la rivière, il faut préserver le territoire. Vous avez parlé d'hydrologie, régénérative, du territoire, des forêts, le feu. Donc, on voit bien qu'en fait, tout est lié et on ne peut pas s'intéresser à préserver sa rivière sans préserver son territoire.